Bonjour chers internautes de Leral.net et encore bienvenue sur la plateforme Leral TV. Aujourd'hui, l'émission Réponse politique a le plaisir de recevoir Monsieur Babacar Ba. C'est un banquier de formation, il est aussi le leader du mouvement Alternative Citoyenne, mais il porte la casquette du porte-parole de la coalition Osez l'Avenir lors des élections législatives du 30 juillet dernier. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour M. Diop, je voudrais tout d'abord vous remercier et en tout cas remercier toutes les équipes de Leral.net pour cette opportunité à moi offerte de venir échanger avec vous. Absolument. Première question, peut-être qu'actualité oblige, l'ethnicisme, l'ethnocentrisme, l'insulte. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on commence à noter des dérapages avec l'affaire Pendaba, Ami Collé et Hassan Diouf qui est aux États-Unis. Est-ce que vous ne craignez pas que actuellement il y a un problème par rapport au pilier même de la nation sénégalaise? Enfin, je ne pense pas fondamentalement qu'il y ait un problème parce que le pilier de la nation sénégalaise reste encore très solide. Il y a maintenant, aujourd'hui, en tout cas des invectives, il y a une escalade de la violence, aussi bien physique que verbale, qui est observée et observable et que nous déplorons et que nous condamnons fermement, puisque dans l'espace politique, dans l'espace public, dans la vision qui est la nôtre, pour nous, faire de la politique, c'est mettre l'intelligence au service du développement. On peut ne pas être d'accord avec la politique du président de la République, c'est mon cas, et ne jamais verser dans les insultes. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'oppose, l'opposition c'est une alternative, on doit le faire avec des idées, avec un projet pour le développement, avec un projet de société, et non pas avec des injures. Dans la société qui est la nôtre, la société sénégalaise, nos valeurs, c'est le djom, le kersa, voilà les valeurs sénégalaises. Donc ça veut dire que c'est la politesse, c'est fondamental. Et donc ne jamais insulter, encore moins dans l'espace public. Et cela, ce sont des choses que nous condamnons fermement. Absolument. La coalition gagnante Wattu Sénégal a sorti un livre blanc pour dénoncer évidemment les couacs constatés lors des élections législatives. On dit même qu'il y a eu à Dagana des transferts de faux électeurs. Il y a aussi le problème des ordonnances. À votre avis, quels enseignements tirez-vous du processus électoral en amont et en aval? Tout à fait. Mais écoutez, je pense que nous l'avons déjà dit, il y a énormément de couacs qui ont été observés lors de ces élections législatives de 2017, de juillet 2017, puisque nous pensons fondamentalement que l'État du Sénégal a échoué dans l'organisation de ce scrutin. Tout simplement parce que le droit de vote est un droit fondamental, c'est un droit qui appartient à chaque citoyen de s'exprimer, d'exprimer son choix, de voter ou de ne pas voter. Et dans ce principe fondamental, ça n'a pas été respecté puisque des milliers de Sénégalais ont été privés de ce droit de vote. Et mieux encore, des candidats à cette élection législative ont été privés de vote. C'est le cas de plusieurs candidats et c'est là où c'est un peu dramatique puisque pour être candidat, il faut être électeur. Et ça veut dire que l'administration sénégalaise a validé des dossiers de candidature. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui étaient sur le fichier électoral au moment de la validation de leur dossier de candidature et le jour du vote qui ne se retrouvent pas sur le fichier électoral. Donc voilà ce que nous disons, c'est totalement insensé et ce sont des choses que nous devons rectifier, que nous devons corriger. Donc ça c'est le premier problème. Le second problème, nous l'avions aussi dit, vous savez, le leader de la coalition Osez l'Avenir, M. Sall, pour qui j'ai l'insigne honneur de porter sa parole dans le cadre de cette coalition, avait en son temps à l'Assemblée nationale, interpellé le ministre de l'Intérieur du Sénégal sur la refonte du fichier électoral. Qui a été félicité par le président de la République. Voilà, alors, qui a été félicité, c'est normal, puisqu'ils sont dans le même parti, et donc forcément, c'est son parti qui a remporté ces élections, selon, en tout cas, ce qui s'est passé, mais ce n'est pas pour autant que nous avions sonné, en tout cas, tiré la sonnette d'alarme, parce que nous pensions, à l'époque, M. Sall avait interpellé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale du Sénégal sur, en tout cas, les risques qu'il fallait anticiper sur cette refonte, parce que rien ne justifiait la précipitation de l'État du Sénégal pour faire cette refonte totale du fichier électoral, grand 1. Grand 2, si l'État du Sénégal a pris 53 milliards maigres francs publics pour, en tout cas pour entamer une refonte totale du fichier électoral, le minimum, je dis bien le minimum requis, c'était que chaque Sénégalais devait disposer de sa carte d'électeur. Voilà ce que nous disons fondamentalement. Et puis après, chacun vote pour la coalition qu'il avait envie de voter. Donc sur cette mission-là, on a failli. Autre chose, c'est que, vous savez, il ne sert à rien d'avoir vaincu par la force quand on peut faire dans la justice et dans la dignité.
nous pensons, nous, fondamentalement, que ces élections ont été totalement biaisées, faussées, puisque le jeu n'était pas transparent, et bien sur l'étendue du territoire et aussi bien au niveau de la diaspora, où on a eu ses couacs et ses manquements. Et nous pensons fondamentalement qu'il n'y a pas eu d'échec et que ça assombrit la démocratie sénégalaise. Nous pensons que ceux qui dirigent aujourd'hui le pays doivent travailler à consolider la démocratie sénégalaise et non pas simplement à la mettre par terre juste pour gagner des élections. Parce que quand le peuple décidera de toute façon, le peuple décidera. Etc. Le mouvement Y en a marre et plusieurs autres organisations citoyennes, il y a la RADDHO, Amnesty International Sénégal, ont pris l'initiative d'engager une plainte contre l'État du Sénégal auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Comment appréhendez-vous cette bataille? Je pense qu'ils ont le droit fondamental de porter plainte. Si jamais ces organisations-là pense qu'il y a en tout cas une responsabilité qui a été engagée ou en tout cas des dommages et des intérêts. Et donc c'est une initiative citoyenne que je félicite, parce que nous, dans la vision qui est la nôtre, c'est que chaque citoyen qui se sent lésé doit pouvoir saisir la justice et la justice doit dire le droit, rien que le droit, juste le droit. Et donc nous sommes signataires des accords des conventions internationales de la CEDEAO, donc je trouve normal que les citoyens sénégalais saisissent les instances pour en tout cas réclamer justice. Ça, c'est pour moi un principe fondamental. L'autre chose aussi, peut-être que je dénonce, c'est que quand le gouvernement du Sénégal a violé les dispositions de la Convention de la CEDEAO sur la modification du processus électoral à moins de 6 mois des élections, parce que c'est écrit, le Sénégal est signataire. Pour que le Sénégal modifie le jeu électoral et la loi électorale, la CEDEAO dit, à moins de 6 mois, il faut qu'il y ait un consensus de tous les acteurs, ce qui n'a pas été le cas. Alors, quand le président Macky Sall a pris la décision de saisir le Conseil constitutionnel pour faire voter les Sénégalais avec des récépissés ou avec d'autres pièces d'identification nationale, comme le permis qui n'en est pas un d'ailleurs, et qu'heureusement le Conseil constitutionnel n'a pas amendé, et toutes ces ordonnances qui ont eu énormément de problèmes, notamment dans la région de Dakar. Donc voilà, tout ça, je pense aussi que ces organisations-là de la société civile auraient dû, en amont, également aussi se faire sentir. Et ce que je déplore, c'est que ces organisations ont laissé les choses aller jusqu'au terme avant de saisir la cour de justice, et ça aussi c'est déplorable. Ils auraient pu le faire bien avant. Bien avant. Si vous avez à analyser les résultats, il y a Manko Wattu Sénégal, il y a Benno Bokk Yakaar, il y a aussi la coalition gagnante Wattu Sénégal, il y a aussi la révélation du PUR. Mais est-ce que ce n'est pas une déception par rapport à Aïssata Tall Sall, qui avait fait sa rentrée politique entre guillemets en grande pompe? Vraiment, elle était appréciée. Est-ce que ce n'est pas une déception par rapport à ces résultats? Pas du tout, et je vais vous dire pourquoi. Aïssata tire très très bien son épingle du jeu, parce qu'elle est encore dans la course à la présidentielle, et aujourd'hui, elle est fondamentalement, en tout cas, beaucoup de choses, en tout cas, les yeux sont rivés sur Aïssata pour son avenir politique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait fondamentalement un premier défi à relever de la part d'Aïssata Tall Sall, c'était le défi de la participation. Donc elle a quitté, et on connaît tous son histoire avec le Parti Socialiste depuis 2014, avec la bataille de Podor qu'elle a gagnée contre tout le monde, et puis donc sa mise à l'écart, en tout cas sa décision de se mettre à l'écart du Parti Socialiste et de travailler depuis plus de 3 ans sur le projet Oser l'avenir. Et donc vous conviendrez avec moi que le mouvement qui a été lancé le 20 mai 2017 au Grand Théâtre de Dakar, puis 9 jours après, le 29 mai, Aïssata Tall Sall avait déposé sa coalition Oser l'avenir avec plusieurs forces politiques et forces citoyennes, dont Alternative Citoyenne que je dirige, et avait couvert les 45 départements du Sénégal et des départements au sein de la diaspora. Donc ça, c'est un grand défi qu'il fallait faire, puisque je rappelle dans ce pays qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qui sont dans l'espace politique depuis des décennies et qui n'ont jamais couvert les 45 départements du Sénégal. Donc le défi de la participation a été relevé. Deuxièmement, sur les 47 coalitions qui étaient en compétition, Oser l'avenir fait partie des coalitions qui seront appelées et citées et qui vont siéger à l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, si on fait un bilan, nous sommes totalement satisfaits par rapport à ça, puisque la voix de Oser l'avenir sera entendue pendant la 13e législature, et ça, nous en rendons grâce à Dieu. Quatrièmement, c'est effectivement, quand on fait une analyse fine des résultats, une analyse très fine des résultats, on se rend compte qu'il y a, Aïssata est presque l'une des seuls leaders qui a gagné sa commune, qui a gagné son fief politique et qui est élu député du Sénégal.
Idrissa Seck a gagné son fief de Thiès, la commune de Thiès, mais n'est pas élu député du Sénégal. Khalifa Sall est élu député du Sénégal, mais a perdu son fief qui est la ville de Dakar. Et les exemples, on peut les citer encore et encore et encore. Donc Aïssata reste aujourd'hui l'un des seuls leaders qui a non seulement gagné sa commune, c'est-à-dire son fief électoral, et qui est élu député du Sénégal. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans la course à la présidentielle de 2019, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui totalement disqualifiées puisque c'est aujourd'hui hors de portée. Quand on ne gagne pas chez soi, c'est hors de portée de pouvoir prétendre à diriger le pays. Mais c'est aussi possible parce que nous sommes en politique. Donc, grand 1, la dynamique Oser l'avenir va continuer de plus belle parce qu'au moment où je vous parle, des gens arrivent par centaines pour rejoindre la dynamique de Oser l'avenir. On sera dans une autre configuration, la présidentielle, ce sera le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Donc, pour notre cas, ce sera une femme forte pour le Sénégal et son peuple qui cristallise énormément d'espoir. Nous avons traversé les 45 départements du Sénégal pendant cette campagne-là et nous avons fait aussi des villes au sein de la diaspora. Le message a été très clair, les populations comptent en tout cas beaucoup sur Aïssata parce que tout simplement, son histoire politique est honorable. Elle a fait 18 mois de pouvoir avec le Parti Socialiste, 99-2000, et 17 ans d'opposition avec une constance de rigueur et elle n'a jamais failli dans cette constance-là. Et cela est grandement apprécié par les Sénégalais. Maintenant, ces élections, encore une fois, je ne pense pas que ces élections soient un véritable baromètre de mesure. D'abord parce que le jeu est faussé, parce que tous les Sénégalais n'ont pas voté. Je rappelle encore une fois que ceux qui pensent que ces élections-là sont un baromètre de mesure pour se trompent lourdement, puisque le jeu est totalement faussé. Maintenant, le combat que nous menons, nous, c'est revoir, auditer le fichier électoral, parce que c'est extrêmement important, parce que nous ne devons pas partir sur les mêmes conditions que cette élection-là à la présidentielle, parce que ce sera perdu d'avance. Donc nous devons travailler ensemble pour auditer ce fichier électoral. Et grand 2, nous devons continuer, en tout cas nous, notre progression, puisque Aïssata est à l'an zéro de sa vie politique, pour moi, en tout cas à mon humble avis. Vous ne pensez pas que le fait qu'elle soit une femme soit un handicap si l'approche genre par rapport au Sénégal, leur truc un peu sexiste, est-ce que vous ne pensez pas que... Non, je pense que le peuple sénégalais est beaucoup plus mature que ça. Je pense que ceux-là qui disent ça, c'est vraiment très simpliste. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer le développement dans un pays en écartant la majorité de la population. Les femmes représentent 52% de la population sénégalaise. Donc, on ne peut pas imaginer un quelconque développement en écartant les femmes. Mieux encore, aujourd'hui, dans les grandes démocraties qui avancent dans le monde, elles sont dirigées par des femmes. Aujourd'hui, Aïssata a été primée récemment parce que sa mairie de Podor a été classée comme la mairie la plus propre dans cette zone d'Afrique de l'Ouest. Donc tout ça fait que nous savons, nous, que la problématique genre est extrêmement importante et que le président de la République du Sénégal, je ne pense pas qu'il soit élu sur la base de sexisme, il doit être élu sur la base de la compétence et nous pensons qu'Aïssata est l'un des meilleurs profils pour la charge suprême de président de la République. Et nous allons travailler puisque c'est notre métier, en tout cas d'inverser cette tendance-là. Je ne pense même pas que ça soit une tendance, mais c'est par moment des choses qu'on entend par-ci et par-là. Mais je rappelle simplement que, en tout cas, nous prions pour qu'Allah, en tout cas, l'élève au rang où elle avait élevé de grandes dames qui ont été citées dans le livre. Voilà, absolument. Par rapport à la déroute des législatives, Idrissa Seck, vous parlez de lui tout à l'heure, il a dénoncé la vanité et la stupidité, je le cite, vanité et stupidité des querelles de leadership, notamment par rapport aux têtes de liste nationales. Oser l'avenir avec Aïssata Tall Sall est parti, disons seul, peut-être c'est une coalition, mais est-ce que ce n'aurait pas été plus judicieux qu'elle soit dans une forte coalition, dans la coalition Manko Wattu Sénégal, aux côtés de Khalifa Sall, et aussi avec Abdoulaye Wade et les autres membres de l'opposition? L'histoire se répète tout le temps, et nous allons encore répéter la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais comprennent que beaucoup d'opposants aujourd'hui sont dans la tromperie. Il y a très longtemps, moi, il y a presque 2 ans, j'avais dit sur un plateau de la D24 en Italie que cette opposition sénégalaise-là ne sera jamais ensemble parce qu'ils sont dans les questions de leadership. Aussi bien Idrissa Seck que Abdoulaye Baldé ou Khalifa Sall, toutes ces personnes-là, personne, je dis bien et je le dis ici, je le maintiens, personne parmi eux n'acceptera d'être derrière l'autre, donc ils sont en train de tromper encore les Sénégalais. Et je le dis encore, ça va exploser, encore une fois. Maintenant, il est fondamental dans la vie qu'on ait des convictions. Pour Aïssata Tall Sall, elle l'a dit au Sénégal, quand elle a commencé à discuter avec Khalifa Sall sur l'initiative 2017,
ce n'était pas une coalition pour défendre Khalifa, parce qu'à cette époque-là, Khalifa n'était pas en prison. C'était une coalition pour aller ensemble aux législatives. Puis il y a eu d'autres personnes qui les ont rejoints, donc d'autres leaders. Alors, quand Aïssata a perdu sa mère à Podor et que Khalifa, les choses se sont accélérées, Khalifa a été en prison, c'est dans la presse que Aïssata a appris qu'il y a une initiative 2017 qui a été montée et dont l'objectif est de réclamer la libération de Khalifa. Aïssata ne soutient pas Khalifa Sall. Elle est l'avocate de Khalifa Sall. Ce n'est pas juste une nuance sémantique. Non, non, non. Jusqu'à ce que l'État du Sénégal se constitue comme partie civile et en tant que député du Sénégal, elle ne peut pas plaider contre l'État. Donc, je veux revenir vraiment là-dessus. Aïssata a toujours été très constante dans sa démarche. Elle a toujours dit à Khalifa qu'elle ne fait pas une coalition pour aller s'allier avec Abdoulaye Wade. Elle a dit à Khalifa Sall qu'elle ne fait pas de coalition pour aller s'allier avec Wade. Donc, quand elle a appris que Khalifa Sall est parti discuter avec Abdoulaye Wade, elle est partie faire sa coalition. Donc, elle est restée tout le temps constante dans sa déclaration. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quand Khalifa Sall a envoyé ses lieutenants aller voir Abdoulaye Wade, et qu'à la veille de l'élection, à la veille du dépôt des listes, ils ont eu un problème de tête de liste entre Omar Sarr et Khalifa Sall, qu'est-ce qui s'est passé? La coalition n'a pas eu lieu. Et ce sont ces mêmes personnes qui étaient parties voir Abdoulaye Wade qui sont revenues dans ce pays et qui ont dit publiquement qu'ils sont vieillards de 91 ans qui vont diriger la coalition. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Heureusement que Aïssata n'était pas partie avec eux parce qu'elle se serait discréditée. Et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Ces mêmes personnes qui n'ont pas réussi à faire une liste pour des questions de tête de liste sont encore reparties pour voir Abdoulaye Wade, pour faire une coalition. Ce n'est pas sérieux. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut que les gens, ceux qui doivent aller ensemble, doivent aller ensemble. Moi, je ne pense pas que les socialistes puissent aller avec des libéraux, c'est des coalitions espagnoles, ça n'a pas de sens. Le peuple du Sénégal souhaite que les opposants soient cohérents, crédibles et fassent le don de soi au profit de l'intérêt général. Si cette opposition-là, elle est crédible, et je leur lance un défi ici, je lance un défi à Idrissa Seck, Khalifa Sall, Abdoulaye Baldé, à tous, s'ils sont crédibles et s'ils veulent travailler simplement pour le Sénégal, qu'ils disent, qu'ils s'accordent tout de suite à donner leur candidat, tout de suite, je dis bien, tout de suite pour la présidentielle de 2019, et qu'on arrête de tromper les Sénégalais, et que tous les Sénégalais sachent que voilà le candidat désigné de l'opposition et que tout le monde travaille derrière lui. Je vous dis que ce défi-là, ils ne sont pas en mesure de le relever, parce que eux tous veulent être président de la République. Et c'est ça le problème et le malaise profond de cette opposition qui se joue du peuple en permanence. Et c'est ce que nous voulons changer dans ce pays. Nous ne sommes pas d'accord avec Macky Sall, mais nous n'allons pas aussi nous renier nos convictions. Moi, personnellement, depuis 2005, je me bats contre Abdoulaye Wade, contre son projet de dévolution monarchique. Aujourd'hui encore, je me bats contre ce projet-là parce que je pense que son seul projet, c'est de mettre son fils à la tête du Sénégal. Et donc, mon combat de 2005 et mon combat de 2017, je n'ai jamais varié là-dessus. Absolument. Justement, parlons de Khalifa Sall. Il est à Rebeuss, il est député. Son avenir parlementaire, vous en tant qu'observateur, comment vous l'appréhendez? Bon, moi personnellement, avant qu'il ne soit député, moi j'ai toujours dit que la place du maire de Dakar n'était pas en prison, puisque c'est quand même le maire de la capitale, et que dans notre système judiciaire, nous devons changer fondamentalement beaucoup de choses. Parce que ce qui arrive à Khalifa Sall, ce n'est pas la première fois. Je rappelle dans l'histoire politique du Sénégal. En 1962, le président Senghor avait manipulé la justice sénégalaise pour condamner le président Mamadou Dia. Le président Diouf faisait la même chose pour mettre Abdoulaye Wade en prison. Le président Wade faisait la même chose pour mettre les opposants politiques en prison. Et c'est ce que semble faire le président Macky Sall. Donc le problème, il est là et ça fait depuis très longtemps. Donc ce n'est pas nouveau avec Khalifa. C'est simplement de revoir aussi le système de la détention préventive. Parce que nous pensons que aujourd'hui, le parquet, moi c'est fondamentalement ce que je pense, le parquet ne doit plus être sous l'influence du garde des Sceaux. Et donc nous devons réfléchir et réformer notre système judiciaire. Puisque c'est beaucoup trop simple qu'à chaque fois, le procureur fait une requête et que le doyen des juges vous place en détention. Et on sait la surpopulation carcérale, on sait les problèmes de Rebeuss, on sait énormément de choses, alors qu'on doit réfléchir et repenser notre politique de détention préventive. Ça, c'est la première chose. Et Khalifa est sous ce coup de la détention préventive parce qu'il est censé être innocent jusqu'à, en tout cas, une décision de la justice. Donc moi, je pense fondamentalement que rien ne justifiait qu'il soit placé en détention provisoire, préventive. Il aurait pu être mis en examen et laissé libre de ses activités,
faire sa campagne électorale, gérer les activités de sa mairie de Dakar. C'est ce que fondamentalement, moi, je pense. Mais encore une fois, ce n'est pas pour autant que si il est démontré et il est justifié, en tout cas, il est prouvé que Khalifa Sall a commis une faute, qu'il paye, puisque fondamentalement, la justice doit s'appliquer à tout le monde. Moi, je ne suis pas dans une justice à deux vitesses et que les riches ne payent pas et que ce sont les pauvres qui volent des bœufs qu'on va emprisonner. La justice doit s'appliquer à tous, erga omnes. Qu'on soit un homme politique, qu'on soit un marchand ambulant, qu'on soit quelqu'un. C'est-à-dire que la justice, c'est la stabilité de la société. La justice doit s'appliquer. Donc, moi, je veux simplement, dans le dossier de Khalifa Sall, que le droit soit dit, rien que le droit. S'il est innocent, qu'on le laisse partir parce qu'il est dépositaire de la confiance des Sénégalais, parce qu'il est élu député du Sénégal. S'il est prouvé qu'il a fauté, on doit poursuivre la procédure, lever de son immunité parlementaire et être traduit devant les cours et tribunaux et qu'on lui donne la liberté et la possibilité de se défendre et de défendre aussi parce que chacun a le droit d'être défendu. Voilà ce que moi je pense. Absolument. Justement, Aïssata Tall Sall est son avocate. Parlons de... Vous persistez et vous signez, vous êtes contre le président Macky Sall, contre aussi sa politique. Quelles appréciations faites-vous des performances de l'économie sénégalaise avec le taux de croissance de 6% depuis 2015? Est-ce que c'est à mettre à l'actif du gouvernement avec la mise en œuvre du PSE? Écoutez, vous savez, moi, j'ai une position de responsabilité dans ma vision politique. À chaque fois que je vois qu'il y a un acte positif pour la nation, je félicite. C'est le cas quand le président Macky Sall a inauguré la centrale solaire de Malicounda, offrant ainsi, en tout cas fournissant de l'énergie à des milliers de Sénégalais. Ce sont des actions que nous avons félicitées publiquement à chaque fois. À Bokol ici, à Bokol. Voilà, à Bokol. À chaque fois que nous pensons qu'il y a des décisions qui sont contre l'intérêt général, qui n'ont aucune utilité, nous le dénonçons. C'est le cas du Haut Conseil des collectivités territoriales qui a été créé et mis en place et dont je pense qu'il n'a aucune utilité pour le Sénégal. Parce que pendant ce temps-là, les Sénégalais sont dans les eaux, dans les inondations, on a un problème de radiothérapie dans les hôpitaux du Sénégal, tout simplement. Donc, revenons à la croissance. Quand le Sénégal fait 6% de croissance, je ne peux pas ne pas applaudir parce que c'est un indicateur extrêmement important. Il ne faut pas que les hommes politiques trompent les Sénégalais. Aujourd'hui, quand on fait de la croissance, ça veut dire que parce que nous savons que nous n'avons pas les moyens de nos politiques. Nous allons tout le temps emprunter de l'argent, on est tout le temps aidé. Et dans les indicateurs de performance, de mesure de performance d'un pays, le taux de croissance est extrêmement important. Ceux qui font 0,1% de croissance, on va leur prêter à des taux beaucoup plus élevés que ceux qui font de la performance en croissance. Donc, moi, je salue les performances de cette croissance-là. Mais, ce que je dis, ce que nous disons est très simple. La croissance, elle doit être inclusive. Pour qu'elle soit inclusive, ça veut dire que la croissance doit être ressentie par les Sénégalais. Et c'est là où nous avons un problème. Parce que dans ce pays, on a un problème de vision politique. Dans la vision qui est la nôtre, nous devons faire et non pas faire. Et le dernier exemple d'ailleurs, c'est avant-hier, il semble qu'on a nommé un directeur français de Sénégal, de la future compagnie sénégalaise. Alors qu'il y a de talentueux et d'éminents Sénégalais dans le secteur. Donc on a décidé de faire. Et qu'est-ce qui se passe quand on décide de faire? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, la croissance, elle est exportée. Le secteur des télécoms, le secteur des banques, tous les secteurs qui font de la croissance, toutes ces entreprises-là ne nous appartiennent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait de la croissance et à la fin de l'année, la croissance, elle est exportée parce que ça appartient à des capitaux étrangers. Et c'est pourquoi la croissance, là, elle n'est pas ressentie. Nous devons travailler pour transformer socialement ces forts taux de croissance. Et ça, c'est un enjeu de développement. Et comment faire ça? Ça veut dire que nous devons pousser le secteur privé national, nous devons booster le secteur privé national, nous devons renforcer nos entreprises pour que ces entreprises puissent compétir, prendre des parts de marché. Et je salue d'ailleurs la décision du président de valider l'acquisition de Tigo, de Wari, qui a acheté Tigo, parce que c'est un signal extrêmement fort et important. Nous devons faire, puisque les télécoms font énormément de croissance, et vous savez que les leaders, le secteur des télécoms ne nous appartiennent pas. Donc nous devons travailler à ça, renforcer le secteur privé national, pour que nos entreprises puissent compétir dans cet environnement-là, parce que tant que l'argent appartiendra aux investisseurs étrangers, la croissance-là, on ne va pas la ressentir. Et donc, on est dans un débat où
On a un gouvernement qui dit je fais de la croissance, en face des opposants qui disent la croissance, on ne la sent pas. Donc chacun a raison quelque part. Mais nous devons travailler pour transformer socialement ces forts taux de croissance-là. Absolument. Vous êtes banquier de formation. Le rythme d'endettement du Sénégal, vous paraît-il soutenable? Enfin, je ne suis pas banquier de formation. J'ai fait une formation de sciences politiques. Et c'est de sciences politiques et de relations internationales. Et c'est l'expérience de la vie professionnelle en France qui a fait que je suis tombé dans la banque. Donc, d'expérience en expérience, vous savez, dans les pays du Nord, c'est très souvent, on trouve très rarement du travail dans son secteur d'activité. Donc, mais je suis plutôt diplômé de sciences politiques et de relations internationales. L'endettement du Sénégal, c'est le même cas que l'endettement de presque tous les pays africains, puisque nous n'avons pas les moyens de nos politiques, et donc on est tout le temps obligé de s'endetter, et le service de la dette est extrêmement lourd et ralentit nos nombreux efforts de développement. Là encore, il nous faut trouver de nouvelles sources de financement. Dans les nouvelles sources de financement, nous théorisons les apports de la diaspora, parce que ça c'est connu. La diaspora sénégalaise a envoyé l'année dernière à peu près 1000 milliards de francs CFA, c'est à peu près 10% du PIB du Sénégal, 1000 milliards. C'est 2 fois l'aide publique au développement, et ce sont des ressources beaucoup plus stables que ce qu'on appelle les investissements étrangers, puisque n'étant pas soumis à des conditionnalités de retour. Donc, aujourd'hui, quand le Sénégal continue de se faire financer par les organisations internationales, par les banques privées internationales, puisque les moyens, les types de financement, on les connaît, les investissements étrangers, l'aide publique au développement, nous pensons que l'État du Sénégal doit pousser l'incitation financière de la diaspora par l'émission d'obligations diaspora pour pousser ces enfants qui sont en dehors des frontières à financer le développement du pays. D'abord, c'est parce que c'est extrêmement important, et ça, des pays comme la Chine ou Israël ou l'Inde, ou voire même le Nigeria ou même l'Éthiopie l'ont démontré. Ils ont émis des obligations diaspora, et cela est une nouvelle source de financement, et le Sénégal doit accélérer ses efforts sur ce principe-là. Donc l'endettement, il est insoutenable. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les gouvernements successifs, je pense aussi que nous devons baisser la dépense publique. Là encore, vous savez, quand on constate quelque chose, il faut arrêter l'hémorragie, il ne faut pas augmenter. Nous sommes passés de 150 députés à 165, voyez-vous, c'est encore plus de salaire, plus de carburant, plus de chauffeurs, plus de voitures. Et tant d'agences qui ne servent absolument à rien, donc des institutions, pour ma part, qui ne servent à rien, comme le Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc, nous devons baisser la dépense publique. Et baisser la dépense publique jusqu'aux factures de téléphone. Donc, il y a tellement de choses que nous devons rationaliser. Nous devons rationaliser ce régime-là. Et nos maigres des moyens publics, ressources publiques, doivent être utilisés à bon escient. Mais, autre chose aussi qui doit se passer, c'est que de grandes sommes d'argent vont arriver avec le pétrole et le gaz dans un environnement très proche. On va dire dans 4-5 ans, on ose espérer que le Sénégal aura largement les moyens de financer son développement. Ce sera très bien, mais qu'est-ce qui va se passer? L'autre effet, c'est que là où on était éligible pour avoir des prêts et des dons, on ne sera plus éligible pour avoir des prêts et des dons, parce que les gens vont nous dire que maintenant vous avez de l'argent. Donc voyez-vous, nous devons être préparés. Nous devons être préparés à cette situation-là, que dans quelques années, les gens, on ne sera plus classés parmi les PMA ou les autres, et nous devons faire face à notre destin et gérer nos ressources de façon efficiente, et que partager cela avec la majorité des Sénégalais. Et c'est ça les défis de demain que nous devons relever. Absolument. Un autre défi à relever, le train express régional dans la prospective économique. Hier, on a entendu l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, dire, je le cite, le TER est un outil extrêmement moderne qui va complètement changer l'équation de la congestion et de l'asphyxie à Dakar. Est-ce que vous partagez cet avis? L'ambassadeur de France n'a pas tort, parce que c'est le VRP de la France, l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France, son métier, c'est de représenter la France dans leur projection de puissance, mais c'est également de vendre l'économie française. Donc s'il dit ça, c'est son point de vue. Moi, je ne dirais pas non plus le contraire, puisque quand on accélère la mobilité, la circulation des biens et des personnes, c'est très bien, puisque le développement passe par les infrastructures. Quand on accélère la mobilité, on fait circuler les marchandises, on fait circuler les personnes, on accélère le commerce, et donc on transforme le pays. Ce n'est pas plus mauvais, mais nous disons simplement que il faut identifier les besoins et hiérarchiser les priorités. Est-ce que vous pensez fondamentalement que la priorité du Sénégal, c'est de construire un TER? Non. La priorité du Sénégal, pour moi, c'est d'équiper les hôpitaux du Sénégal et que les Sénégalais puissent avoir un accès satisfaisant
à la santé. La priorité du Sénégal, pour moi, c'est construire des écoles et des universités. La priorité du Sénégal, pour moi, c'est régler le problème des inondations. Les populations sont dans les eaux. La priorité du Sénégal, c'est de donner un accès aux 5 services sociaux de base, éducation, santé, eau potable, points de commerce, pistes de production pour les échanges. Pour moi, cet accès-là n'est pas satisfaisant pour tous les Sénégalais. Donc, on ne va pas construire un TER quand les gens n'ont rien à manger, quand les jeunes sont assis dans les maisons, et ce qui explique aujourd'hui la montée en puissance de l'insécurité dans la ville, et particulièrement dans la ville de Dakar, puisqu'il y a l'abandon scolaire, il y a l'échec scolaire, il y a le problème endémique du chômage endémique des jeunes, et tout ça facilite en tout cas la montée en puissance de l'insécurité et de tous les phénomènes qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Donc nous disons qu'on a un problème simplement de priorité. Et mieux encore, les montants qui sont annoncés dans ces projets-là, nous avons fait des comparaisons dans d'autres pays, avec des distances beaucoup plus longues, avec des montants beaucoup moins importants. Donc voilà nous ce que nous disons simplement. Mais on ne va pas dire qu'il ne faut pas construire un terrain ici. Nous pensons, moi dans la vision qui est la nôtre, moi je pense qu'ici, dans toutes les villes du Sénégal, nous rêvons de construire des métros ici, nous rêvons de construire des TGV, parce que ce que les gens font en Occident, nous devons le faire ici. Nous avons fait les mêmes écoles, ils ne réfléchissent pas plus que nous. Et ce que les populations du Nord doivent avoir comme niveau de vie, nous pensons que nous devons l'avoir ici. Donc, on n'est pas contre le modernisme, on est loin de là. Mais nous disons simplement qu'on ne peut pas dire à des gens, venez, il y a un TER ici, alors que les gens n'ont rien à manger, les gens sont dans les eaux, les gens n'ont rien pour se soigner, et qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes dans ce pays, et que, fondamentalement, pour nous, les priorités, c'est qu'il faut d'abord s'attaquer à ça, tout simplement. Tout simplement. Quelle est votre position sur le débat agité par certains intellectuels sur la nécessité d'une sortie du franc CFA et par ricocher aussi les accords de partenariat économique, les APE? Écoutez, moi, ma position elle est extrêmement claire et de notoriété. Pour moi, le franc CFA est un frein pour le développement de l'Afrique. Et nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Parce que tout simplement, dans les attributs de souveraineté, battre monnaie est un attribut simplement de souveraineté. Puisque un État, il y a ce qu'on appelle la souveraineté internationale, c'est la capacité d'avoir une armée, d'avoir une diplomatie. La souveraineté d'un point de vue intérieur, c'est le monopole de la violence légitime, c'est avoir une armée, une police, une gendarmerie, des cours et tribunaux. Et simplement la souveraineté économique et monétaire, c'est la capacité de battre monnaie et de contrôler ses marchés financiers, et de contrôler les marchés financiers tout simplement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui l'euro n'est pas battu en Afrique. Le dollar américain est fabriqué par les États-Unis d'Amérique. Le yen, et voilà, tout simplement ce que nous disons. Et quelque chose qui est fondamental, c'est que la monnaie, la politique monétaire est extrêmement importante pour une économie. Et donc, battre monnaie, au-delà d'être un attribut de souveraineté, c'est aussi un terrible moyen de maîtriser son économie et de renforcer sa compétitivité dans le monde. Donc, la structuration du franc CFA, nous l'avons démontré. Les 4 principes fondamentaux du franc CFA font que le franc CFA est un outil de domination de la France, tout simplement par rapport à ses anciennes colonies. Les pays qui sont sortis du franc CFA, comme le Maroc, comme la Tunisie, aujourd'hui décollent mieux que nous. Les pays qui sont à côté de nous, qui n'ont pas le franc CFA, sont beaucoup plus compétitifs que nous. Prenez le Ghana, maintenant, forcément, il y a des gens qui vous défendront le franc CFA, c'est leur droit aussi, puisque nous sommes en démocratie. Mais nous disons simplement qu'aujourd'hui, l'Europe avait compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. La France et l'Allemagne se sont assis en 1951 autour de l'acier et du charbon. C'était le motif de leur guerre pour créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ils l'ont fait. C'était le point de départ. Puis le traité d'Europe de 1957, puis ça a évolué, Schengen, Maastricht, marché unique, jusqu'à la belle aventure de l'euro. Ils l'ont fait. L'euro, ils l'ont fait. Les États-Unis continuent de dominer le monde. La Chine est un grand ensemble. Il y a aujourd'hui les BRICS, il y a les NPI. Et nous pensons, nous, ici en Afrique, qu'on peut continuer avec des zones monétaires qui ne sont pas optimales, parce que ce n'est pas optimal. Il n'y a aucune circulation des facteurs de production, dont le facteur travail, avec une monnaie qui est garantie par le Trésor français,
un système qui est vieux de plus de 50 ans, qui n'a jamais évolué. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone Android ou iPhone, chaque 3-6 mois, il y a une mise à jour du système. Est-ce que vous vous rendez compte, dans un monde où nous sommes en perpétuelle mutation, ce système du franc CFA n'a jamais évolué. Jamais. Macron vous réplique, si vous n'êtes pas content, vous sortez de la zone. Non, ça c'est la position de Macron. Vous savez, nous discutons d'égale valeur. Emmanuel Macron est le président de la République française. Il défend les intérêts de la France. Mitterrand lui-même disait que, c'est le général de Gaulle qui disait, les grands pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Nous, ce que nous disons, c'est à nos autorités de défendre les intérêts des populations africaines. C'est aussi simple que ça. Ce que dit Macron engage Macron et c'est le président de la France qui défend les intérêts de la France. Nous travaillons pour défendre les intérêts de l'Afrique, tout simplement. Et Mitterrand disait que gouverner, c'est prendre le risque de changer le cours de l'histoire et d'en assumer les conséquences. Tout simplement, nous militons pour arriver à une monnaie commune africaine parce que nous pensons que nous avons les moyens de le faire, d'avoir une monnaie commune africaine qui reflète la réalité économique de nos pays, une monnaie où nous pourrons jouer sur le taux de change, arrimer sur des paniers de devises et pour faire face aux chocs extérieurs. Voilà ce que nous disons. Et Macron ne sait pas mieux que nous ce qui est bien pour nous. Lui, il sait ce qui est bien pour son pays, la France, et nous travaillerons jusqu'à l'extinction du soleil pour préserver les intérêts de nos populations. Absolument. Je vous rappelle, chers internautes de Leral.net, que nous recevions dans le cadre de l'émission politique de Leral TV, Réponse politique, M. Babacar Ba, le leader du mouvement Alternative Citoyenne, mais aussi qui est le porte-parole de la coalition Oser l'avenir. On va vous laisser peut-être dire votre dernier mot. Leral.net vous remercie. Merci. Mais remercier Leral.net puisqu'effectivement, vous savez, il y a aujourd'hui ce phénomène que vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, sur sites internet. Donc des gens qui utilisent malheureusement ces réseaux sociaux pour des choses très négatives, alors que moi je vois que vous, Leral, aussi bien Leral que d'autres sites internet du Sénégal, vous faites un excellent travail, en tout cas dans l'information. Donc je voudrais vous rendre un vibrant hommage par rapport à ça et en tout cas vous exhorter à continuer dans cette voie puisque vous avez le droit d'informer et d'informer vrai. Donc vous félicitez. Je vois aussi que c'est des initiatives donc locales. Ce sont des jeunes Sénégalais talentueux. Je voudrais rendre un vibrant hommage à mon jeune frère Dame, qui est le fondateur de Leral. Donc de voir qu'aujourd'hui ce sont des sociétés pensées par des jeunes Sénégalais et qui aujourd'hui prennent une dimension internationale. Donc c'est une fierté que nous avons. Et donc prier aussi pour que la paix puisse en tout cas demeurer sur le Sénégal, puisque ce pays-là nous appartient. Nous avons l'ambition de transformer, de redresser ce Sénégal, et donc nous ne voudrions jamais que ce pays soit déstabilisé. Nous pouvons ne pas être d'accord, ça c'est la politique, mais dans l'adversité et non pas dans l'animosité. Et c'est l'appel que je lance à tous les acteurs politiques de garder la sérénité et que la stabilité du Sénégal nous appartient à nous tous. Que nous devons travailler chaque matin à assurer la stabilité du Sénégal, la stabilité et la quiétude des populations et que la démocratie puisse s'exprimer tout simplement. Et que ce qui porte l'espoir et l'espérance des populations gouverne et que les autres s'opposent en leur souhaitant qu'elles soient un jour, en tout cas ces forces politiques-là, une alternative au pouvoir en place. Leral.net vous remercie, M. Ba. Merci.